Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau cette année, parce qu'il y a pas mal d'anciens, de fidèles parmi nous. Alors il y a des retardataires, parce qu'il y a un problème de circulation là sur la 13, a priori. Donc ça va arriver petit à petit comme ça. Donc on complétera après le déjeuner. Donc je vous présente, vous le connaissez déjà, Jean-Claude Lautel. Thérèse Marie est peut-être en train de s'occuper de l'intendance. Voilà, donc nos hôtes. Je vous la présenterai en tout cas pour ceux qui ont des questions logistiques. Où est ma chambre? J'ai pas payé mon repas. Quand on descendra au repas, je vous la présenterai. Elle sera là. Et pour tout ce qui est logistique, le plus simple, ça sera de la voir après le repas. Une fois que vous l'aurez identifié, ça ira tout seul. Voilà, vous avez eu l'information site toilette, qui est une information fondamentale, parce que c'est un grand lieu ici, donc on peut se perdre. Donc quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est parfois un peu embêtant. Donc bienvenue pour cette 4e édition donc, de notre Festival de la Merveille et des Mystères. C'est la 3e année, c'est ici, et c'est la 3e année dans ce lieu, parce que la première année, c'était à Livaro, dans un endroit moins convivial et moins disposé à l'accueil que le château du Quinor, hein, avec son paysage, la beauté, la merveille de son paysage. Je vais faire la transition, justement. Donc, Festival de la Merveille et des Mystères, hein, je rappelle que c'est un esprit, hein, parce qu'il y a les 3 mots, un festival, donc célébration. Qu'est-ce qu'on va célébrer? La merveille, sous tous ses aspects. Alors, la merveille, chez les anciens, c'est le point d'accomplissement, le point visé par tous les processus de transformation, transmutation, d'élévation. Hein. Donc, la merveille, il y en a quelques-unes sur la Terre. Il y a le Mont Saint-Michel. Il y avait Notre-Dame de Paris, parce qu'elle a été bien abîmée, hein, au sens propre, au sens figuré. Et puis, on a des merveilles parfois autour de nous. Moi, j'ai Nicole. Voilà, on a le château. Voilà. En fait, la merveille, c'est... Voilà. J'espère qu'elle n'est pas triste, il a besoin de moi. Exactement. Voilà, la merveille, c'est un point aussi d'aboutissement, un point de réalisation optimum. Et pour atteindre ce point, ce déploiement de quelque chose qui a tous les attraits, notamment l'attrait de beauté, il faut normalement passer par des processus de transformation, d'amélioration de soi. Et ça, ce sont les mystères, hein, Festival de la Merveille et des Mystères. Donc on commence par la visée qui est la merveille. Mais avant d'arriver au point d'aboutissement, il y a tout le processus. Et le processus sont les mystères. Les anciens avaient des mystères. Ils mettaient en place des rituels, des cérémonies, souvent souterraines, hein, d'initiation. Hein, je reparlerai de ce que c'est que l'initiation quand je ferai ma conférence cet après-midi. Donc il y a les rituels d'Osiris, d'Isis, les rituels de l'Eusis, hein, les mystères de l'Eusis, les mystères de Samothrace. Et puis après, tous les peuples ont créé des mystères qui ont eu plus ou moins de succès et à des échelles plus ou moins importantes. Hein. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler cette année. En fait, c'est toutes ces voies en fait, d'initiation, et on va en couvrir quand même à peu près 16. Hein. Alors, il y a des voies qui sont des voies traditionnelles. Aujourd'hui, on va d'ailleurs plutôt parler de voies traditionnelles. Et puis après, il y a des voies plus récentes, plus personnelles aussi, hein, parce que certaines pratiques d'art sont des voies personnelles de déploiement, hein, de ce qu'on peut faire au mieux. Donc c'est de ça dont on va parler. Avec donc, vous avez le programme hein, détaillé. Je vais prendre les deux secondes pour prendre l'inspiration. Cette année, ce qui est un peu nouveau dans la proposition, c'est qu'on a différents artistes qui vont intervenir. Donc je pense par la jeune fille, mademoiselle Branca, Tiffaine, qui réalise des dessins et des peintures qui sont exposés dans le couloir et que Stéphane a connu par une visite qu'il a fait, je crois, avec les parents de Tiffaine. Et donc, voilà, il y a eu un gros coup de cœur pour tous ces dessins qui sont chargés de symboles. Et donc, pour discuter avec Tiffaine, elle est avec nous. Donc, Tiffaine pour l'aspect pictural. On a Stéphane Moulineau, qui est un nouvel ami de la région pour nous. On est très, 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 très heureux d'avoir rencontré. On a plein de valeurs communes et d'intérêts communs. Et donc, Stéphane nous jouera quelques morceaux de musique. Et de chansons qu'il a composées pendant ce festival. Et last but not least, on a évidemment Sadi Bari, que certains connaissent quand ils sont
qui était déjà intervenu au premier festival, qui est un ami et comédien, et qui va nous présenter de façon théâtrale des scènes de Gilgamesh, voilà, de l'histoire de Gilgamesh. Voilà, pour tout ce qui est artistique, je pense que j'ai rien dit. Oui. Alors justement, Gilgamesh, hein, il incarne en fait le premier, c'est le mythe le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Et on a déjà donc une figure humaine, alors qu'elle a beaucoup de qualités, de talents, a priori, pour s'adapter dans le monde et même prendre le pouvoir dans le monde. Mais en même temps, il va être amené par les circonstances de la vie à se transformer, à évoluer, à se spiritualiser. Et donc, il est vraiment un emblème de ce dont on va parler pendant ces 3 jours du festival. Et puis, le lundi, alors déjà, je peux peut-être vous présenter les intervenants qui sont présents. Il y a quelques retardataires. Donc, Sadi Bari, voilà, qui va nous faire donc 4 tableaux sur Gilgamesh. Tu peux te lever si tu veux, Sadi. Lève-toi, qu'on te voit, qu'on voit ta belle stature. Voilà, donc il fera 4 tableaux. On va en faire un tout de suite, là, d'ailleurs, premier, le tyran dissocié. Et puis, donc, Stéphane, voilà, qu'on vous a déjà présenté, donc chanteur, compositeur. Et donc, j'ai utilisé d'ailleurs la musique pour faire le générique des vidéos qu'on vous a proposées, de présentation de tous les intervenants. Et puis, donc j'ai utilisé aussi certains extraits de sa musique pour faire justement des vidéos d'animation, des dessins, des 9 dessins qui sont initiatiques, hein, ils sont classés dans un ordre progressif. Il y a le processus chimique, hein, de l'œuvre noire à l'œuvre rouge. Enfin, le 9e est à part, le 9e est un peu une conclusion donnée toutes les autres images qui déroulent le processus. Et donc, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai fait une animation sur la base des images avec la voix de Sadi et la musique de Stéphane. Donc, c'est un peu une œuvre à 8 mains, hein, ça, 2 par 4, 8, oui, c'est ça. Voilà. Il y aura donc Olivier Rose, qui n'est pas encore arrivé, mais lui vient de Paris, donc ils sont certainement les bouchons là, qui va venir avec un documentaire qu'il a réalisé récemment, ce sera un inédit, sur le travail de Roger Bénévent. Hein, c'est un peintre plasticien, un des derniers peintres plasticiens qui s'inscrit dans la tradition de l'hermétisme, de l'alchimie, dont on va découvrir la synthèse du travail. Et puis Olivier en profitera pour nous expliquer où en est cette revue qui a été une mine d'or pour une partie d'entre nous, hein, dans tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, des savoirs un peu occultés comme ça. Hein, la revue Atlantis a vraiment été, pendant au moins 70 ans, un outil de référence. Hein. C'est tombé un peu en dormance, dirons-nous, parce qu'il y a eu des soucis au moment de LRDP. Je ne sais pas si vous connaissez ce film LRDP, La Révélation des Pyramides. Donc tout vient d'ailleurs des connaissances d'Atlantis et pas de M. Grimaud, qui a un peu tiré la couverture à lui, a créé quelques soucis, discordances au niveau de la revue, donc ce qui fait qu'elle a été à un moment donné mise en latence, avec l'idée peut-être de la réactiver, et ce serait le bon moment puisqu'on est au centenaire de cette revue. Enfin, c'est le centenaire de l'association, qui a été créée donc, par Paul Lecourt. Voilà, je sais que ça doit vous parler. Guilhem Morera, voilà, que vous connaissez aussi, qui était déjà parmi nous l'année dernière. Donc on est toujours ravis de recevoir. Bon, après, il y a moi, voilà, je suis là pour la journée. Et puis on finira ce soir, après le repas, avec Éric Charpentier, qui est là-bas, qui va nous montrer son travail vraiment époustouflant et très sérieux de lecture de la pensée de nos grands ancêtres de l'époque mégalithique. Il y a vraiment une pensée, hein, de ce peuple fondateur en fait, de notre territoire. Et je pense que Éric est un de ses meilleurs décrypteurs, un de ses meilleurs déchiffreurs. Donc si vous ne connaissez pas le travail d'Éric, ce sera l'occasion pour vous de suivre ses investigations, parce qu'il y a un côté très, très, très pointu, hein, et très précis dans son travail. Donc ça, c'était la journée du dimanche, du samedi, c'est-à-dire aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, on va plutôt être dans des formes anciennes et traditionnelles justement de cheminement comme ça, psychique et spirituel, et de quête d'un déploiement optimum de soi, un changement de niveau de conscience, accès à des choses qui ne sont pas visibles et qui vont être visibilisées justement par le processus de conscientisation. Donc là, plutôt dans la tradition. Et puis, dimanche, c'est-à-dire demain, donc ce sera toujours encadré par un tableau de Sadi. On va avancer dans notre connaissance de Gilgamesh, qui va évoluer avec nous d'ailleurs. On va commencer à un stade très archaïque. Nous, on ne l'est pas dans ce stade très archaïque, mais Gilgamesh, lui, oui. Et puis on finira avec un Gilgamesh évolué, civilisé, prometteur d'harmonisation dans le monde, etc. Donc, et puis on aura aussi des chansons, 2 chansons donc, par jour, si tu peux l'éteindre. Attends, hop. Voilà. Daniel Chouchi. Il est là, Daniel? Il est peut-être parti se reposer parce qu'il est arrivé ce matin. Voilà. Donc vous le connaissez, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc il nous parlera de la voie des mystiques, et aussi bien occidentaux que orientaux. Lui, sa grande spécialité, c'est le néoplatonisme. C'est un grand découvreur de textes, un grand déchiffreur de textes, traducteur de textes. Donc un énorme travail de reconnaissance de ce matériel antique, grec, mais pas que. Ensuite, on aura, cette année aussi, on essaie de donner plus de place à la génération d'après la nôtre. Et on aura donc un jeune philosophe, Romuald Bidault, voilà, qui est ici, et qui nous parlera en fait d'un sujet qui est cher aussi à Jean-Claude. Donc là, il y a vraiment le lien des générations, qui est ce penseur hors norme, très particulier, qui est Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Et puis, non, ce sera après Elisa, parce qu'Elisa m'a envoyé un petit mot en me disant que je voudrais passer avant Romuald. Donc il y aura Elisa Levaché, ma fille, qui arrivera demain parce qu'elle travaille aujourd'hui. Donc il nous parlera des rêves archétypaux, en s'appuyant surtout sur le référentiel jungien, qui est un référentiel récent, disons, début du XXe siècle, et qui a permis de reconsidérer ce rapport à la vie qui se formule dans toutes les traditions qu'on va parcourir ensemble. On va beaucoup voyager dans le temps et dans le espace à travers tous ces processus initiatiques que nos anciens se sont donné la peine de construire et de proposer en fait à leur population. Nous, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est un petit peu on est un petit peu en désolation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de propositions collectives qui soient enthousiasmantes, d'initiation à autre chose que le champ de notre fonctionnement, en fin de compte. Donc chacun doit se débrouiller un peu tout seul, et se débrouiller aussi avec toute la multiplicité des références qu'il a apportées. Mais c'est peut-être en fait les circonstances et les paramétrages propres aussi à l'ère du Verseau qui arrive. Ça, on en parlera aussi à un moment donné avec notamment Alexandre. Alors donc, en début d'après-midi, on aura Rémi Soulier, qui lui va nous parler des philosophies du 1, qui sont vraiment très, très éclairantes, en fait, qui ont été très bien développées, très claires, si on veut comprendre les processus dont on va parler tous à notre façon. Il y a ces philosophes-là, et dans le dernier de la lignée, c'est peut-être Plotin, qui est d'une grande clarté. Après, il faut le lire, c'est 54 traités, c'est une œuvre de grande ampleur. Et puis ensuite, Alexandre Rouget, qui est là, avec sa compagne Aurélie. Voilà, tu peux aussi te lever, puisque tu l'accompagnes, qui nous parlera d'Apocalypse, en référant au Qatar, c'est ton grand sujet, les Qatars, c'est ton lieu d'origine aussi, je dirais. Et puis tu parleras également un peu des Wisigoths, parce qu'il y a une connexion avec la Normandie via la civilisation wisigothique. Donc on t'écoutera là-dessus. Il vient de paraître
un livre que j'ai quasiment fini de lire sur les Wisigoths, qui est très intéressant, comme toujours les livres d'Alexandre. Il y aura d'ailleurs un temps de bibliothèque, donc la transition est bonne. Après une ultime chanson de Stéphane, il y aura un temps consacré à la librairie pour exposer nos différents travaux. Alors, cette édition du festival, d'ailleurs, a engendré, si je puis dire, en fait, 2 ouvrages. Un ouvrage sur la Bauve réalisé par Yann, hein, toujours sur le fil du rasoir. Tout ça, ça sort du four pour le livre avec Tiphaine qu'on a fait sur ses dessins. C'est arrivé hier. Voilà, donc c'était vraiment une extrémiste. Et le tien, il est arrivé... Voilà. Donc 2 ouvrages qui sont... Et Michel Le Bossé apportera aussi un qui est sorti hier. Ah ouais, qu'il a refait également sur la Bauve. Voilà, donc on a des... Voilà, cet événement a engendré une créativité. Parce qu'il y a cette notion d'opérativité qui est liée au sujet dont on va parler. Donc on a été assez opératif, même au sens très physique du terme, avec une magnifique recrue qui a été Stéphane pour le débroussaillage. Hein, la semaine dernière, on s'est quand même fait des journées de 5 heures de débroussaillage pour vous rendre présentable notre site remarquable. On vous en parlera lundi, parce que ça sera la journée de lundi, de la Bauve, avec tous les éléments qu'il y a autour de ce souterrain initiatique. Je veux dire que le bouquin que j'ai sorti, c'est en fait le fruit de votre travail à tous. Oui. Moi, j'étais que le scripteur. Oui. Enfin, on a pris quand même en charge le scriptage, comme tu dis. Alors, pour finir avec le dimanche soir, on aura une projection du documentaire de Valérie Seguin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a fait un premier documentaire sur l'âme qui s'appelait l'âme 1, simplement. Donc là, on aura l'âme 2, hein, où elle essaye d'enquêter sur justement quel rapport les gens aujourd'hui ont avec leur âme, quand ils savent encore, enfin, quand ils n'ont pas de rejet du mot, quand il n'y a pas de tabouisation du mot. Et puis après, grâce à ces documentaires, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont une phénoménologie de l'âme. Voilà. Et que ça commence un peu à parler justement autour de ces phénoménologie de l'âme, parce qu'on traverse une période extrêmement difficile, critique, il y a beaucoup de tensions, d'oppression. Donc l'âme, nécessairement, elle réagit et elle se défend peut-être de tous les assauts qu'elle subit. Et donc elle a interrogé un certain nombre de personnes sur l'âme. Mais le deuxième, hein, il porte plutôt sur les expériences de mort imminente, qui sont des expériences donc critiques, hein, de l'existence de l'âme. C'est-à-dire au moment où on est, il est peut-être temps, hein, d'ailleurs, au moment où on est sur le point de mourir. Là, il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient une âme et ils ont eu, puisqu'ils ne sont pas morts, parce qu'ils peuvent en témoigner, ils ont eu, semble-t-il, une deuxième chance de vivre leur vie avec leur âme, grâce à ces expériences de mort imminente. Elle nous en parlera. Voilà. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Et donc, le lundi, non, je n'ai pas fait le tour. Le lundi, il y a donc 3 conférences sur l'état de nos recherches sur le site de la Bauve, avec Michel Vital-Le Bossé, qui lui va plutôt travailler sur la partie symbolique du souterrain, et puis toutes les recherches qu'il avait faites sur le cheminement de cette machine, hein, à se transformer, essayer de dater les choses comme ça, grâce au symbolisme. Yann, tu nous parleras plutôt de l'aspect historique et préhistorique. Yann, qui est ici, voilà. L'angle archéologique. Voilà, l'angle archéologique. Et puis, Éric Charpentier, il nous fera aussi une petite proposition, voilà, de lecture astro-géométrique du champ de la Lune, dans lequel on a trouvé l'artefact d'un observatoire lunisolaire, avec un modèle qu'on a retrouvé de ce type de structure qu'on trouve nulle part concrètement sur Terre, sauf dans notre lieu. On a retrouvé donc la trace d'un plan de ce type de structure chez Vitruve, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je fais tout de suite la découverte, je donne la grande nouvelle quand on relit Frontinus. Frontinus décrit la vie de Vitruve, qu'il a étudié lui en à peu près 70 après notre ère. Le Vitruve est passé ici même, à la Bauve, en 60. Ah, super, d'accord. Or, Éric nous a daté ça bien plus avant, et le plan de Vitruve, c'est le plan de la Bauve, de l'observatoire. C'est
colossal comme découverte. Les Gaulois ont formé Vitruve. J'en reviendrai Oui, là-dessus. oui. De toute façon, on sait que Vitruve, il était chargé de collecter les informations des anciens bâtisseurs. Exactement. Voilà. Et puis donc, oui. Je voudrais dire qu'on a la chance d'avoir François, le propriétaire de la boxe. François, si tu peux te lever. C'est grâce à François. Grâce à François, si on peut faire tout ça. C'est grâce à François. Et il y a toute l'équipe des compagnons de la boxe. Oui. Alors, Ça, on en reparlera lundi. On a fait une petite association, Voilà. etc. Mais en tout cas, c'est. Oui, l'animateur. Hein. Non, mais tu es acteur Non, mais aussi. c'est surtout grâce au propriétaire qu'on a pu créer cette association. Et c'est grâce au festival. Parce que Oui, ça a relancé la recherche. Ouais. Tu m'avais demandé de faire un travail sur la spiritualité dans le monde souterrain. J'avais la cavité où on devait aller s'était effondrée. En catastrophe, j'ai préparé un travail sur la spiritualité au paléolithique supérieur. Et vous avez présenté des images que tu avais prises en douce de là-bas. Et à partir de là, ça a tout déclenché. Ça a déclenché le fait qu'on a connu François. On a pu découvrir, moi j'ai découvert que la cavité était bien faite avec un pic triangulaire gaulois. Et à partir de là, tout s'est déclenché. On est allé voir et François nous a ouvert les portes et on a découvert un site exceptionnel. Ouais. Peut-être le plus grand sanctuaire gaulois. En fait, vous l'aurez compris, Yann est tellement érudit. Il se balade dans ces notions de je sais pas combien. Bon, de toute façon, on va redonner un petit peu le fil de l'histoire, justement, qui fait qu'on s'est retrouvé un groupe de copains, finalement. Grâce au festival. Oui. On va rappeler l'histoire lundi. Et puis pour finir la présentation, donc dimanche, on aura justement une pause créative, avec Franck Legendre, voilà, qui est un ami d'enfance, hein, vraiment de tout petit, puis on s'était perdu, puis on s'est retrouvés. Et puis il m'a montré sa pièce, je dis elle est super chouette ta pièce, on va l'écouter. Il me semble que ça s'inscrit dans le thème. Ça s'appelle Le cœur au frigo. Voilà. Alors d'ailleurs au début je lui dis tiens, tu serais peut-être pas mal, tu pourrais peut-être venir la faire devant l'entrée de la Bauve, parce que finalement notre Bauve c'est un peu un frigo dans lequel on pourrait rentrer, un labyrinthe. Hein, qu'est-ce qu'il y a dedans? Peut-être son propre cœur. Bon, après je te laisserai lire jouer ta pièce qui s'inscrit, mon ami, quand même dans notre méditation générale. Excuse-moi, en tant qu'artiste, mais comme je ne suis pas là lundi, malheureusement, je suis obligée de quitter parce que je fais le jury d'assises. J'ai un peu. Je ne me suis pas projetée encore sur le lundi, malheureusement. Non, lundi, ça ne sera pas tellement ça sera pas la même histoire. Voilà, écoutez, donc bienvenue à tous. Et puis, on va commencer le spectacle avec Sadi, qui va nous interpréter un premier tableau que tu vas présenter d'ailleurs, Nicole.